nous levons le blocus. Nous craignons d'affronter l'OTAN. Vice-roi, je ne veux plus jamais avoir affaire à cet ignoble pleutre, vous entendez? Tout ceci est très fâcheux. Il faut accélérer les opérations. Commencez à envoyer vos troupes. Monseigneur, est-ce bien légal? Ne vous en faites pas, ça le deviendra. Salutations mes sujets, alors ici le Comte de Montréal, bienvenue sur ma chaîne où l'on parle politique, parfois culture, parfois histoire, mais surtout l'on n'évite jamais les enjeux ni jamais les opinions. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans la tête de cet homme qui est Vladimir Poutine, l'homme le plus libre et certainement le plus puissant en ce moment du monde, celui qui fait trembler une civilisation au complet. On va chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ce génie de la politique contemporaine. Donc, Vladimir Poutine, à moins que vous soyez quelqu'un qui réellement ne suit pas du tout l'actualité, est le président pratiquement éternel de la Russie depuis plus de 20 ans. Il ne faut pas oublier, la Russie est un État qui s'est effondré de l'URSS et était censé être une démocratie. Et à l'arrivée de pouvoir, justement, de M. Poutine, qui était, je crois, le vice-président, ou du moins très très proche du président, qui a pris sur ses épaules la transition, a vraiment pris contrôle de plus en plus important des différentes institutions au sein de son pays, jusqu'à éventuellement être capable de tout contrôler et de essentiellement faire une dictature. Il faut comprendre réellement le modus operandi de Vladimir Poutine, autant sur comment il est arrivé au pouvoir et comment il se maintient au pouvoir. Vladimir Poutine est un homme qui est excellent pour toujours se maintenir sur la ligne de la légalité et de l'illégalité, de la moralité et de l'immoralité, d'être capable de justifier chacune de ses actions, toujours de façon morale. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, que c'est un ancien du KGB. Les agents secrets sont des spécialistes pour être capables de faire la manipulation auprès de leurs auditoires et de la personne qui veulent amener à travailler avec elle de façon forcée ou volontaire. Et généralement, ils préfèrent le faire de façon volontaire. Si vous vous intéressez à la chose d'espionnage, comme votre humble serviteur le fait, et toute la chose militaire au complet et étatique l'intéresse, vous apprenez que les espions sont vraiment des personnes qui sont formées pour aller débusquer celles qui sont insatisfaites et charmer celles qui sont faibles. L'un des reportages que j'avais entendu était quelque chose comme un jour un espion s'était marié à la boniche du président de la République française. Mais un jour, il est arrivé à sa femme, il a dit « Hey, monsieur, le petit livre, qui avait bien évidemment des micros dedans, dans la bibliothèque du président. » Je chercherai à vous mettre en lien la vidéo, c'est extrêmement intéressant. Contenu gratuit sur YouTube. Présentement dans le monde, plein de gens sont étonnés. « Oh, on pensait qu'il occuperait seulement le Donbass. Comment peut-il rouler sur l'Ukraine? » Ce n'est pas compliqué, les gens. Ça fait environ 50 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'on vit une irrégularité historique. Vous devez réellement comprendre ça et rentrer dans votre tête. Que le monde que vous avez connu, qui était issu du dernier siècle, il est mort. Il ne reviendra pas. Et c'était une utopie, c'était une illusion. C'était la suite de l'onde de choc qui était la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Comme à la suite de la guerre de 7 ans, et des guerres napoléoniennes et des guerres franco-autrichiennes ou franco-prussiennes au 19e siècle, ont amené presque une, voire même 2 générations de paix. Mais ça l'a repris de plus belle à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la vraie régularité, le vrai ordre chez l'humain, c'est de faire du conflit et de tout essayer pour défendre sa tribu.
C'est pas normalement de se soumettre à une seule tribu et de voir l'entièreté d'une civilisation se mettre derrière qu'une seule et unique armée. Le seul moment où on a vu ça, c'est à l'ère antique. Et même à l'âge de bronze, il n'y avait jamais eu une réelle hégémonie. Il y a seulement à l'ère antique qu'on a vu une hégémonie semblable autant à l'Empire de la Chine de l'époque ou l'Empire romain en Europe. Mais depuis presque bientôt 2000 ans, mis à part quelques exceptions comme au 19e siècle et au 20e siècle, de une ou deux générations de paix, l'équilibre des forces militaires est généralement assez présent. Et les camps sont nombreux et relatifs à ces éléments-là. Et donc, tout ce que Poutine fait, en fait, c'est ramener la normalité. C'est attaquer un pays, vous occupez chacune des villes, et à la fin, vous signez un traité de paix. Vous légalisez la guerre par un traité signé par le gouvernement. Ça me dit quelque chose. Votre misérable insurrection a échoué, Votre Altesse. L'heure est venue de signer le traité qui mettra fin au débat stérile De l'ONU. Tu aimes le contenu plein de noblesse, d'intelligence et d'honneur de Lecomte? Tu veux évoluer comme un Pokémon et passer de paysan à citoyen? Alors, abonne-toi à la page. Tu crois même pouvoir devenir un baron et joindre ceux qui ont un sang bleu pâle? Alors deviens un patron. Pour le prix d'un café par mois, tu encourageras mon travail et les bénéfices seront la plupart du temps reversés dans la chaîne pour des entrevues ou des découvertes culturelles. Alors, bonne fin de vidéo. Voilà. Ben oui, Star Wars, je suis fan de cette franchise, pas pour rien, parce que c'est aussi une franchise qui a son génie, notamment son génie géopolitique. Robert McNamara, qui était le ministre des Affaires extérieures de Kennedy, ce qu'on appelle le secrétaire d'État aux États-Unis, extrêmement important personnage de la pensée géopolitique contemporaine, particulièrement du dernier siècle, disait qu'il fallait être empathique avec son adversaire pour comprendre ses actions. Ceci suit la même logique que ce que dit bien évidemment Sun Tzu, ou encore que ce que dit Machiavel. Chacun d'eux disent à un moment ou à un autre dans leurs ouvrages qu'il faut comprendre son adversaire. Il faut choisir ses combats. Il faut garder ses amis près et ses ennemis encore plus près. Quand Machiavel dit de garder ses ennemis encore plus près, ce qu'il veut dire, c'est pour les observer et les occuper. Personne ne peut conspirer contre vous s'il doit, à longueur de journée, travailler avec vous. Il n'est pas obligé de vous aimer, mais il n'est pas en train de conspirer. Et donc, lorsque je regarde la plupart des analystes, il est évident qu'ils seront incapables de comprendre ce que veut Poutine ou ce que fera Poutine, car ils ne peuvent pas empathir avec l'homme. La plupart des analystes, si je vous parle, j'en écoute autant des Français, même quoique c'est moins commun chez eux, mais beaucoup chez les Québécois, un peu moins chez les universitaires, mais énormément chez ceux des médias traditionnels, notamment parce qu'il y a une grande quantité de ces analystes qui, quoique je respecte leur expertise sur la politique et le travail qu'ils font, s'avancent vers des terrains qu'ils ne connaissent point, ou du moins pas suffisamment. Parler de géopolitique, c'est aussi parler de psychologie, d'histoire et d'anthropologie. Donc, vaut mieux vous lever tôt et être prêt à lire et écouter énormément pour vraiment bien y comprendre. Et votre humble serviteur ne peut que dire humblement qu'il peut ajouter quelque peu à la conversation sans pour autant que je me considère moi-même un grand expert. Cependant, j'ai, je crois, une compréhension de l'esprit humain dans un cadre stratégique et tactique. J'ai une expérience militaire, et quoique ceci peut paraître un peu ridicule, j'ai une expérience de simulation au travers les jeux. Bien évidemment, nos jeux sont des simulations avec des barèmes différents, mais il est possible parfois de tomber sur des jeux qui permettent de vraiment presque refaire la réalité de l'époque. Et je pense surtout à ceux qui concernent l'époque moderne. Car c'est vraiment à cette époque que la géopolitique et que ses premières règles commencent à s'établir. Et la géopolitique que nous avons aujourd'hui est en fait une tentative de réponse à tous les problèmes qui avaient été établis durant l'époque moderne. Et lorsque je parle de l'époque moderne, c'est l'époque
que malheureusement, vous, chers citoyens paysans, appelez la Renaissance. Alors, la Renaissance, ce n'est qu'une toute petite partie de cette époque qu'on appelle la modernité, de la dramatique chute de l'Empire romain d'Orient jusqu'à la dramatique chute de Napoléon. Et donc, je vais vous dire qu'est-ce que je crois que Vladimir Poutine veut. Je crois que Vladimir Poutine veut la sécurité pour lui-même et pour son pays. Je crois aussi que c'est un homme qui dirige d'une main de fer un pays avec une population qui reste occidentalisée, une population qui a été capable de se libérer de ses tyrans plus d'une fois, qui a un certain niveau de connaissances politiques, sociales, qui sont tout à fait modernisées au niveau technologique, qui ont accès aussi aux réseaux sociaux. Il y a un pacte social entre ce président et son peuple. Ce pacte social, c'est la prospérité économique. Il ne peut pas leur offrir pour l'instant la prospérité économique. Pourquoi? Parce qu'il y a des sanctions. Mais la frustration qui vient du manque de richesse peut être réorientée vers une frustration envers l'Occident, puisque c'est l'Occident qui engendre la situation économique. Et donc, par rapport à cette situation, lui, il est capable de se maintenir au pouvoir et de le renforcer, puisqu'on lui donne des raisons de justifier son mandat. Il n'y a rien de plus efficace pour tout dictateur et tout homme d'État fort qu'une bonne vieille guerre. Surtout si cette guerre est victorieuse. Maintenant, vous me direz, oui, mais quelle était la garantie que sa guerre serait victorieuse? Je crois qu'au début de cette semaine, Poutine n'avait pas l'intention de rentrer en Ukraine d'aucune façon. Ou du moins, pas de la façon qu'il allait le faire. Pas aussi généralisé, pas aussi puissamment. Mais en milieu de semaine, le président américain, qui par excès d'honnêteté clairement et un manque total de finesse, il me semble, a simplement déclaré « Nous n'irons pas, nous n'interviendrons pas, personne de l'OTAN ne mettra ses pieds en Ukraine. » Rendu là, autant conquérir l'Ukraine au nom de la Russie pour Poutine et lui donner, hein. Mais à partir de là, qu'est-ce que vous voulez qu'il se dise, le bonhomme? Le bonhomme, il se dit, attends, s'il n'y a aucun pays de l'OTAN qui va intervenir, si l'ONU n'interviendra pas, si personne ne peut vraiment m'en empêcher, pourquoi je ne le ferais pas? Parce que la géopolitique, c'est réellement, on peut dire, la politique des enfants. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas réellement empêcher quelqu'un physiquement de faire sa volonté, il peut le faire. Et s'il n'a aucune raison de ne pas le faire, et qu'il y a un intérêt à le faire, vous comprenez qu'il n'a aucune raison de ne pas le faire. Donc, Poutine est dans la meilleure des situations. Il a probablement mis de l'argent de côté. Il va renforcer son pouvoir. Il va aller chercher une victoire militaire. Il va consolider des territoires nouveaux. Il va mettre la main sur des ressources quand même assez importantes. Probablement, qu'est-ce qu'à la fin, il va faire, c'est mettre un gouvernement, en fait, fantoche, donc allié. Il va atteindre l'objectif absolu qui s'était fixé dès le départ et qui demandait dès le départ des garanties pour le fait que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Tout le monde est comme « Ah, mais c'est horrible, mais c'est horrible. » Nous l'avons eu le pouvoir, nous avons eu la chance d'intervenir. Nous ne l'avons pas pris. Et on a dit, nous n'interviendrons pas dans le pire des scénarios. Bien, ne nous surprenons pas que le pire des scénarios arrive alors. Cette table, nous l'avons mis nous-mêmes. L'Ukraine en pâté, nous l'avons nous-mêmes élevée, nous-mêmes blendée, nous-mêmes offert sur un plateau d'argent. Donc, à toutes les personnes qui estiment et qui trouvent cela donc bien horrible, la vraie vérité, c'est aller lire votre histoire et aller regarder comment marche la politique internationale. La politique internationale, c'est si vous n'avez pas d'accord avec une personne, vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin d'une raison pour entrer en guerre. Poutine a toutes les raisons du monde pour entrer en guerre. Protection de ses frontières contre l'OTAN. Protection de ressources géostratégiques. Renforcement de son pouvoir. Entraînement de ses troupes, démonstration de force, se faire respecter son pays. Et ça, il y en a plein, là, des raisons là, pour que Poutine déclare la guerre et soumette l'Ukraine. Un pays qui se fait respecter
fait ça normalement. Vous voulez savoir c'est comment Poutine pense? Allez regarder comment on faisait la géopolitique avant l'ère de la Première Guerre mondiale. C'est aussi simple que ça. Vous déclarez la guerre à votre adversaire, vous occupez le plus de territoire possible et à la fin, vous faites signer un traité de paix. Si c'est vous qui occupez le plus de territoire et que votre adversaire n'a aucun point de guerre, c'est-à-dire qu'il n'a ni gagné bataille, ni occupé terre, vous lui faites faire ce que vous voulez. Clausewitz l'a très bien résumé. Qui est Clausewitz? Clausewitz est un grand général prussien qui a affronté Napoléon, un penseur de la géopolitique moderne, par rapport à la guerre, essentiellement. Il disait, qu'est-ce que la guerre? Et la guerre, c'est simple. C'est une démonstration de force qui vise à imposer à qui que ce soit sa volonté. Poutine ne veut pas avoir de temps dans sa cour, il impose sa volonté. Nous, le reste du monde, j'estime qu'on est quand même des responsables de cette situation, peu importe, même si l'on dit qu'on les aide. Donc, je voulais simplement faire une petite conversation là-dessus, parce que vous voyez, votre humble serviteur est excellent pour devenir soudainement un expert, autant en biologie qu'en géopolitique qu'en Afghanistan. Alors, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez voir les autres choses sur ma chaîne, autant sur YouTube que sur Facebook. Je fais d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter, surtout les commentaires concernant mes vidéos au niveau technique. Comme vous remarquez derrière moi, ça commence à être vide. En fait, je suis en train de bouger. Donc, c'est normal si vous avez moins de vidéos de ma part. Je suis aussi aux études en ce moment. Mais continuez de suivre et je vais essayer de faire d'autres commentaires. Et voilà, un peu moins paysan et un peu plus citoyen. À la prochaine.